Bonjour et bienvenue aux Pirates de Montréal, de Montreal Hacker. Aujourd'hui, on a une discussion qui est intéressante et c'est sur un sujet dont tout le monde en parle. C'est pas l'émission, mais en fait, c'est un sujet peut-être un peu trop à la mode. Et aujourd'hui, on va discuter avec le professeur de l'INRS, Mircea Vultu, qui a eu l'amabilité de nous parler, de nous répondre à quelques questions, avoir un dialogue sur l'intelligence artificielle. Un sujet comme j'ai mentionné, un sujet en fait, assez controversé et qui amène quand même des interventions. Et là, bonjour Mircea Vultur et merci d'être là. Euh, En fait, il y a eu quand même pas mal de passion là, même et là je parle de la lettre signée par plein de personnalités pour mieux contrôler l'intelligence artificielle. Mircea Vultur, que représente l'intelligence artificielle pour vous en fait? Oui, bonjour Christian et bonjour à tous les publics qui nous écoutent. Évidemment, l'intelligence artificielle, comme vous avez mentionné, c'est un sujet à la mode, mais il a une définition, un flou. Tout le monde en parle, mais il y a un flou en ce qui concerne les contenus de ce terme, hein. Moi, comme je suis sociologue du travail et travaille dans la recherche, j'essaie toujours de préciser les concepts parce que savoir de quoi on parle, c'est toujours important. Donc, l'appareil conceptuel, parfois, c'est plus important que l'appareil méthodologie dans la recherche. Donc, l'IA réfère en fait à tout système qui met en œuvre des mécanismes proches de celui du raisonnement humain. Donc, l'IA réfère à toute machine capable de reproduire des comportements liés aux humains tels que le raisonnement, la planification, la prévision, même la créativité, hein. Donc, en gros, toute machine qui apparaît intelligente peut révéler du champ de l'IA. C'est une notion d'ailleurs qui n'est pas de date récente, là, parce qu'elle a été élaborée déjà dans les années 1950, mais c'est à partir des années 2000, là, donc cette notion recouvre un peu un champ beaucoup plus considérable d'application d'une technologie de traitement numérique à plusieurs aspects de notre vie, hein, de l'aspect les plus intimes jusqu'aux aspects économiques, éducatifs, politiques, etc. Et aujourd'hui, donc, l'intelligence artificielle, on le reconnaît, il y a les applications qui illustrent l'intelligence artificielle, la reconnaissance faciale, hein, les agents conversationnels, les chatbots, là, le chat GPT, les diagnostics qui sont faits par l'imagerie, etc. Donc, il s'agit de la reproduction par un logiciel de nos capacités mentales, que ce soit le raisonnement, la compréhension, la démonstration, la perception des formes et des images. Et voilà, on peut, grosso modo, c'est quoi l'intelligence artificielle, mais elle peut être aussi élargie en incluant des comportements qui dépassent les capacités humaines, puisqu'aujourd'hui, les ordinateurs parviennent à surpasser certaines tâches que l'humain peut réaliser, hein. On a vu déjà que l'ordinateur gagne à différents jeux, des échecs ou de Go contre les humains, donc l'intelligence artificielle. Mais ici, il s'agit moins de l'intelligence artificielle que de l'intelligence collective, parce qu'une seule personne joue contre une multitude des exemples que l'ordinateur prend et construit. Voilà, donc, grosso modo, c'est de ça qu'on parle quand on parle d'intelligence artificielle. Et elle s'est développée beaucoup récemment par l'exploitation des données numériques massives, hein, les big data, qui résultent de nos interactions quotidiennes sur le net, donc qui a donné la capacité à l'apprentissage, hein. L'intelligence artificielle, si je devais on peut summariser, c'est le passage de la logique de la codification de l'ordinateur à la logique de l'apprentissage, hein. C'est comme l'enfant. L'enfant commence à apprendre tranquillement et il se développe de plus en plus. Donc, et les algorithmes, aujourd'hui, sont de plus en plus
perfectionner. Et une dernière peut-être idée sur le développement de l'intelligence artificielle, elle est due évidemment au progrès technologique, mais derrière elle se trouve aussi une idéologie qui provient des États-Unis, cette idéologie de la pensée experte, c'est-à-dire la valeur extraordinaire qui est accordée à la technologie dans le monde politique, dans le monde social américain, comme outil de résolution des problèmes publics. Hein. Donc, derrière l'IA, il y a aussi une idéologie, cette idéologie techniciste qui est spécifique, je dirais, au monde américain. Est-ce que c'est une idéologie de droite ou de gauche, si C'est on une l'a placée? idéologie, c'est une idéologie qui n'est ni de droite ni de gauche, mais c'est une idéologie qui mobilise en fait des rapports de pouvoir, parce que l'IA est essentiellement liée au rapport de pouvoir. Hein. C'est l'apparition et le perfectionnement technologique ne se fait pas de façon neutre. Et si je parle du monde du travail, dont j'étudie les effets de l'intelligence artificielle, on sait très bien que le développement de l'intelligence artificielle n'est pas fait pour le bien-être des travailleurs, qui sera peut-être de gauche, mais pour la performance des entreprises et la productivité. Donc, c'est pour ça qu'on développe des outils d'intelligence artificielle pour la performance, disons, pour la productivité. Mais à quoi ça sert la Donc, c'est une performance? idéologie techniciste qui peut être mobilisée dans les deux spectres hein, de politique. À quoi ça sert la performance et bon, cette productivité si c'est en dehors du besoin humain? C'est-à-dire que, bon, on fait de la productivité pour faire de la productivité, mais il faut que à mon avis, OK, je ne suis pas sociologue, moi, mais est-ce que, bon, il faut avoir une dimension humaine aussi, non, en tout cela? Oui, évidemment, la dimension humaine, elle est de plus en plus présente. Et peut-être je vais revenir sur ces discussions-là. Quels sont les scénarios de l'intelligence artificielle, la dimension purement technologique ou l'intégration de l'humain, c'est-à-dire que l'IA peut devenir un outil sur lequel l'humain s'appuie pour pouvoir avancer, pour créer de nouvelles sources de valeur, etc. Hein, mais pour l'instant, on est dans une nébuleuse. Hein. Alors, et dans le monde du travail, donc, et en général dans le monde, ce développement de l'intelligence artificielle a amené plusieurs changements, hein, c'est-à-dire des changements très importants euh, qui sont en cours, etc., qui sont en cours et qui se développent en régime de flux, je dirais. Mais c'est quel genre de changement qu'il y aura Alors, dans la société? disons, dans la société, bon, je commencerai peut-être d'abord par les changements qu'il l'IA a amené dans le monde du travail. Euh, elle a accéléré des tendances qui étaient déjà existantes. Une première, c'est les recours importants au télétravail. Hein. Donc, c'est grâce à la technologie numérique, à l'intelligence artificielle, que le travail à domicile a connu une expansion importante. En 1960, 0,4% des nombres d'heures de travail à temps plein se faisaient à la maison. Ça a doublé tous les 15 ans. On est arrivé durant la pandémie à 60% du temps de travail à la maison grâce à la technologie. Moi, je me demande qu'est-ce qu'on aurait fait s'il n'y avait pas la technologie durant la pandémie, parce que cette technologie et cette intelligence artificielle développée a permis à l'économie de fonctionner. Si la pandémie arrivait en 1960, ça aurait été une catastrophe. Donc, donc on est arrivé aujourd'hui, après la pandémie, à peu près 30% du travail qui se fait à domicile grâce à la technologie. Donc ça, c'est une des grandes tendances, de grandes transformations du monde du travail. Deuxième grande tendance, c'est l'utilisation importante du commerce électronique et des transactions virtuelles. On fait tout aujourd'hui
on achète par Amazon, on fait nos transactions à la banque par Internet, etc. On transmet nos données de façon virtuelle, etc. Et aujourd'hui, le numérique est présent dans à peu près 60% des tâches liées à la tenue de dossier et de 30% des tâches liées à la transmission de données confidentielles. Vous voyez des proportions extrêmement importantes, des transformations très importantes. Et la troisième grande tendance, évidemment, que c'est l'utilisation des robots, l'automatisation, qui sont arrivés du domaine industriel dans les domaines de services, au triage à l'hôpital. Hein. On a vu déjà à certains endroits des interfaces technologiques qui posent des questions aux patients pour faciliter le travail des professionnels de santé. Donc, vous voyez cette transformation extraordinaire dans le monde du travail qui, vous avez parlé de l'humain, donc, mais l'humain est intégré dans ce monde du travail. Et comme je dis, l'IA a été développée pour la performance des entreprises, pour la productivité, mais elle a amené des bénéfices sur plusieurs plans. Par exemple, la simplification des tâches, la gestion des activités, la gestion du temps, on est plus efficace grâce à ça, l'amélioration de la qualité, la rapidité des services, l'amélioration de la productivité, etc. Imaginez-vous que si tu devais travailler en 1960 au bureau, il fallait que tu amènes tous tes dossiers, là, une remorque de dossiers à la maison, toutes les mettre sur la table et après rester au téléphone éventuellement, les transporter. Maintenant, tout est numérisé, toi, ton ordinateur, et tu te déplaces. Donc, rapidité des services, plusieurs tâches, ça c'est des choses qui ont été améliorées. Et évidemment qu'elle a aussi libéré les travailleurs des tâches répétitives hein, qui sont sujettes à l'erreur. Et ça permet donc de libérer certaines de nos compétences de jugement, d'interprétation et de les mettre pour créer de nouvelles sources de valeur. Donc, vous voyez, donc c'est une amplification de l'humain. Hein. C'est-à-dire, l'IA, c'est une amplification de nos capacités. Est-ce qu'on peut Mais faire... évidemment que, voilà, il y a aussi des effets négatifs parce que parfois, on est dirigé par les machines, comme à Amazon. Hein. À Amazon, 70% des modes de préparation des envois se font sur l'ordre de la machine, qui dicte aux opérateurs où aller chercher, qu'est-ce qu'elle a de faire. Donc, parfois, on est subordonné à la machine, ce qui amène toute une série de questions d'intensification du travail, de perte de contrôle sur son expertise, des possessions, etc. Donc, voilà. Justement, est-ce qu'on peut faire confiance à ces machines-là? Est-ce que, et aussi, j'ai lu, mais ça se faisait aussi avant, mais là, je pense que c'est encore plus, là, le recrutement par l'intermédiaire de l'intelligence artificielle qui lit des CV et tout ça. Est-ce que c'est démocratique tout ça? Est-ce que on peut laisser le pouvoir à la machine de décider comme vous avez dit ouais, à l'hôpital, OK, c'est quoi le triage et tout ça? Est-ce qu'on peut faire ça? Euh, je parle en anticipant ton idée que je voulais amener plus tard dans la discussion, mais euh, euh, évidemment, l'intelligence artificielle met en place, je dirais, un nouveau type de pouvoir. Et ça, c'est une idée que j'ai empruntée à un ancien professeur qui m'a enseigné à l'école de doctorat de Bucarest quand j'étais jeune, Yves Charles Zarka, qui a écrit un article très intéressant sur ces questions-là. Il disait donc, cette intelligence artificielle institue un nouveau type de pouvoir, un nouveau type de domination qui est la domination anonyme. La domination traditionnelle, c'est-à-dire celle qui est construite sur les mots du maître et esclave, du patron à ouvrier, etc., donc s'efface devant les nouveaux types de domination, celle du maître impersonnel et anonyme. Et c'est ça, quand le recrutement s'est fait par l'IA, quand l'acceptation à l'université s'est fait par l'IA, quand le prêt bancaire s'est fait par des moyens de l'IA, là-bas, tu es refusé ou accepté, tu es refusé, tu n'as aucun recours parce que c'est un pouvoir impersonnel. Donc, un maître dont on ne peut pas dénoncer la responsabilité
ni accuser les difficultés ou les malheurs qu'il nous commet. Donc, il est doux, il est insensible, invisible, et les résultats sous forme de conclusion, disons, sont irrécusables. Voilà, donc, comment contester un refus d'entrer à l'université qu'on le fait par IA? Comment contester une déconnexion sur la plateforme Uber où je travaille beaucoup, quand l'algorithme t'a déconnecté parce que toi, plusieurs pouces en bas. Alors, il est clair que partout là où l'intelligence artificielle s'étend, il y a une perte de liberté individuelle. Alors, je dirais que c'est la liberté individuelle, mais aussi la liberté politique et la responsabilité surtout qui recoule. Hein. L'intelligence artificielle a des effets sur la responsabilité. Il y a le maître impersonnel dont personne n'est responsable. Mais c'est pas la dictature, ça, finalement? C'est une dictature technologique qui nous guette. Hein. C'est-à-dire, c'est une des questions, des grands dangers de l'intelligence artificielle, c'est l'institution de cet nouveau type de maîtrise, de domination qui est impersonnelle. Hein. C'est très dangereux, c'est très angoissant pour la personne humaine. Voilà. Et d'autant plus que maintenant, bon, j'ai l'impression, bon, je suis allé à quelques ce qu'on appelle les sommets, des sommets d'intelligence artificielle, et puis il disait que il y a un nombre très limité de gens qui sont familiers avec ce genre de technologie et qui comprennent plus ou moins, OK, plus ou moins la technologie et puis la façon dont ça fonctionne. Mais je voulais vous demander, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui va se passer avec les gens qui n'ont aucune idée de ce qui se passe, aucune idée de comment ben, des gens qui regardent la télé, ils disent, ouais, l'intelligence artificielle, c'est cool ou c'est pas cool, peu importe, mais ils n'ont aucune idée c'est quoi et qu'est-ce que ça va amener? Est-ce que comment être il y en a beaucoup qui ne sont plus dans le jeu là. Comment euh, comment est-ce qu'on peut être sûr qu'on reste dans les ce qu'on dit dans les cartes? Oui, mais évidemment, euh, les facteurs décisifs, il y a une indifférence et une résistance au changement technologique. Ça a été depuis longtemps. Et ça est dû à une sorte de perception négative du rapport entre les efforts à adopter et les bénéfices perçus. Hein. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça va m'amener? C'est-à-dire, il y a toujours cette perception qui est causée, comme vous avez mentionné, par l'incompréhension, hein, par manque de, on appelle ça maintenant une sorte de littératie numérique, hein, incompréhension du fonctionnement de technologies numériques et une sorte d'indifférence aux avantages que celles-ci peuvent apporter. D'autres par la passivité, on ne se sent pas concerné. D'habitude, chaque individu est pris dans sa petite expérience individuelle et ne regarde pas les grandes transformations qui se préparent au niveau de la société. Nous, comme spécialistes, comme chercheurs qui regardent un phénomène, on voit l'ensemble, on voit les transformations, mais la personne individuelle, les autres, ils continuent leur vie. Donc, et la grande majorité d'individus, et surtout des travailleurs, ne sont pas intéressés a priori et ne sont pas réceptifs aux évolutions technologiques dans leur pratique professionnelle. On veut toujours rester à nos habitudes. Donc, effectivement, il y a un manque de sensibilité vis-à-vis des enjeux de virage numérique dans nos sociétés qui doit être combattu. Comment, par des politiques d'information et des sensibilisations à ces sujets, parce que nous sommes dans une société qui ne prend pas conscience du rôle de la technologie et sur ces sujets majeurs de la compétence numérique, comme j'ai dit, ne devait pas être laissé juste aux acteurs privés, aux entreprises qui s'intéressent à ça, mais aussi doit être pris en compte par les acteurs
public, je dirais, une sensibilisation forte à ce qui s'en vient, parce que dans 5-10 ans, on va être dans une société numérique assez consistante. Mais est-ce que ces gens-là ne risquent pas, à un moment donné, de perdre leur emploi, leur gagne-pain, leur place dans la société? Ben, effectivement, il y aura des perdantes de l'intelligence artificielle. D'abord, ce sont des conséquences qui suivra cette révolution technologique. Il y aura certains qui vont gagner, des gens qualifiés, très bien préparés, qui pourront comprendre ce qui se passe, qui auront les compétences nécessaires pour dealer avec la technologie, pour pouvoir créer des applications, des logiciels, etc., pour pouvoir ouvrir des entreprises. Et ceux qui ne comprennent pas ce qui arrive, c'est-à-dire des travailleurs non qualifiés, qui verront leur emploi être remplacé par les technologies de l'intelligence artificielle et qui devront accepter des emplois moins bien payés, avec des moins bonnes conditions de travail et avec probablement une qualité très faible et avec des besoins de réqualification. Donc, c'est ça que je pense que c'est important de rappeler qu'il y aura des perdants de l'intelligence artificielle et que les pouvoirs publics devront compenser tous ceux qui perdent leur emploi. Mais individuellement, moi, je pense que chacun a une responsabilité d'anticiper la société qui s'en vient. Mais comme je dis, on est neutre, indifférent ou passif devant les changements technologiques qui s'en viennent. Il y a des universités qui ont interdit l'utilisation de ChatGPT, par exemple. Il y en a d'autres qui disent, bah, nous, on n'est pas contre. On dirait que l'enseignement, les institutions d'enseignement, on dirait qu'elles sont perdues aussi un peu. Et il n'y a pas une réponse, disons plutôt uniforme vis-à-vis de cette avancée-là. Qu'en pensez-vous? Qu'est-ce qui se passe là au niveau de l'enseignement? Est-ce que l'enseignement est prêt à accepter ce genre d'initiative et ce genre d'avancée? Moi, je pense que oui. Je pense que l'enseignement s'est adapté. Les professeurs, au moins à l'université où je suis et dans d'autres universités, on voit déjà que le virage numérique a été pas mal entamé. Les cours sont en ligne. L'utilisation du chat GPT à des fins de productivité intellectuelle est acceptée. Bon, il y a toujours un débat, certains l'interdisent, d'autres universités le permettent. Moi, je suis plutôt d'une philosophie où on voit ChatGPT comme un outil qui nous permet d'être plus performants. Hein. C'est-à-dire, nous, on a des logiciels qui permettent de détecter si un travail d'un étudiant a été copié, fait par le GPT. On a un autre logiciel qui permet ça, mais il n'est pas non plus trop à point. Mais pour des tâches très répétitives ou même un peu disons, banal, les chats GPT est utile. Hein, par exemple, disons, pour faire une lettre de recommandation, hein, voilà, tu donnes les coordonnées rapides de ce que tu veux faire et il va te sortir une lettre de recommandation très rapide et tu n'as qu'à l'adapter. Hein, c'est-à-dire, ça prend 5 minutes au lieu de prendre 2 heures quand tu la composes. Donc, je pense que, et aussi pour sortir certaines idées globales, simples sur un sujet. C'est un outil, à mon avis, et qui doit être mis à la disposition des étudiants et des professeurs qui vont l'utiliser avec disons, sagesse. On ne peut pas de toute façon l'interdire, on ne peut pas non plus s'opposer parce que l'Internet, c'est la philosophie de la liberté et l'intelligence artificielle, c'est aussi la philosophie de la liberté. Donc, il faut savoir comment l'utiliser. Et les jeunes aujourd'hui dans l'université, donc, sont ce qui, un psychologue américain qui s'appelait Mark Prensky les appelait les digital natives, hein, c'est-à-dire c'est des gens qui ont été nés avec la technologie, ils vont utiliser cet outil-là qu'on le veut ou qu'on ne le veut pas.
et ils sont experts numériques, sont capables de traiter simultanément plusieurs sources d'informations. Et à mon avis, c'est un grand avantage de voir ces catégories de gens. Mais là où je dirais que c'est important pour l'école, c'est que il faut régler le management des inégalités intellectuelles qui est le grand défi. Parce qu'il y a certains qui ont plus de capacités que d'autres pour savoir se servir de cet outil technologique. Et, disons, l'école va devoir non seulement répondre à sa mission traditionnelle qui est celle de transmettre des connaissances, mais aussi apprendre aux nouvelles générations à gérer ces pouvoirs extraordinaires de l'être humain apportés par les technologies de l'IA. Comment gérer les pouvoirs de l'IA par les nouvelles générations? Moi, je dirais que ça, c'est un grand défi que l'école de l'université de toute ordre devait amener. Est-ce que ce genre d'outil stimule la créativité et aussi, j'ai l'impression qu'on encourage de moins en moins, disons, la performance. Justement, vous avez parlé du niveau intellectuel. Est-ce ça va, on ne va, la tendance n'est pas dans un genre de normalisation d'une certaine façon de la capacité de l'intelligence où il n'y a plus, on n'apprécie plus la performance et la créativité. Ou bien l'université essaye de niveler d'une certaine façon tout le monde. Est-ce que l'utilisation de ce genre d'outils ne va pas faire en sorte que cette tendance soit encore plus présente? Évidemment, moi je pense, j'ai interrogé les étudiants sur l'utilisation de l'intelligence de ChatGPT, mes étudiants à l'université, et tous sont d'accord sur ce que vous dites. Euh, ChatGPT ou n'importe quelle forme d'intelligence artificielle peut remplacer nos modes de raisonnement, parce que c'est comme ça qu'ils sont pris, mais ils ne peuvent pas remplacer la créativité. ChatGPT et la machine artificielle n'a pas cette capacité de création, de créativité. Et toute œuvre d'un individu tient d'abord à sa propre personne, à sa capacité de création. Hein, c'est-à-dire, l'intelligence artificielle, c'est un outil, mais il n'est pas au niveau de concevoir quelque chose qui n'a pas existé encore, hein, c'est-à-dire l'imagination. Hein. C'est une des limites radicales. Et je pense que les jeunes, les étudiants, on est tous conscients de ça. Il peut nous donner des idées générales, objectives de ce qui a été fait, mais il ne peut pas aller au-delà, c'est-à-dire la créativité, c'est-à-dire l'imagination qui est spécifique à l'individu. Ça, l'intelligence artificielle ne peut pas nous la donner. Donc, je pense, je suis plutôt positif et je pense qu'il n'y aura pas un nivellement par des intelligences, il y aura surtout donc un management disons, des inégalités intellectuelles, parce qu'il y a certains qui vont savoir quoi faire, d'autres qui vont se complaire dans l'utilisation pure et simple de tous ces outils. On parlait tout à l'heure d'une lettre qui avait été signée par des personnalités, notamment Yoshua Bengio et aussi Elon Musk, non? Qui demandait donc un genre de moratoire sur le développement. Et puis, la question se pose de quoi mais alors que Elon Musk a développé sa propre compagnie d'intelligence artificielle, il n'y a pas longtemps, il a même dévoilé un peu de ce qu'il avait fait. De quoi ils ont peur, ces gens-là? Pourquoi est-ce qu'ils demandent ce moratoire? Ils avaient demandé un moratoire de 6 mois, par exemple. Oui. Ben oui, il s'agit de cette lettre-là qui a été publiée la première fois au printemps, là, une lettre qui avertissait que l'IA a déjà dépassé certaines capacités humaines, comme je disais au début, parce que ces systèmes peuvent agir plus rapidement, absorber des connaissances et communiquer plus rapidement que les humains. C'est ça la grande peur. Donc, ils ont peur que ces nouvelles avancées
d'où l'IA pourrait exacerber les inégalités mondiales, faciliter la guerre automatisée, on peut orchestrer des manipulations de masse parce que c'est la manipulation par l'information qui est un grand thème, un grand enjeu de l'IA, là, ou la question de la surveillance par l'IA, par les États, hein, la Chine, etc. Elle a développé déjà l'IA dans le système juridique. Quand on va en Chine, les juges n'est pas une personne, c'est une machine là, qui dit que tu es condamné ou pas condamné. on est, on est l'application de l'IA au système juridique qui est très développée en Chine d'ailleurs. Et donc, pour suivre la cadence des innovations en matière de l'IA et atténuer le risque, donc ces signataires dont vous parlez exhortent les gouvernements et les entreprises à consacrer de l'argent. Je pense qu'ils vont demander un tiers de leur financement de recherche au développement en matière de l'IA pour l'utilisation sûre et éthique des systèmes. Donc, ils disent, donnez-nous de l'argent pour pouvoir assurer une utilisation sûre et éthique de l'IA. Vous voyez? Alors, moi, je pense qu'ils ont raison, qu'il y a des grands dangers, etc. Mais aussi, c'est aussi une sorte d'hypocrisie, une sorte de faux peur. Et ici, je me remets à une idée d'un collègue de l'INRS, mon collègue Jonathan Roberge, qui travaille sur ces questions-là et qui a mis en évidence en émission de Radio-Canada les caractères faux hypocrites de cette lettre, parce qu'il fallait arriver à trois choses, selon lui. À la monopolisation du discours par les grands acteurs de l'IA, les entreprises, les institutions de recherche financées par l'État, les autres monopolisent tout. Et cette hyperbole de la peur, etc., pseudo-religieuse, empêche une discussion critique et sociologique sur les enjeux, les préjudices du déploiement de l'IA. Donc, on ne peut pas discuter parce que c'est juste entre eux qui se rencontrent. Et il y a cette restructuration du rapport de pouvoir. Parce que l'IA, c'est essentiellement une question de rapport de pouvoir. Et cela, c'est une forme, il demande une forme disons, déguisée d'autorégulation, moins de contraintes étatiques, mais plus d'argent public. Ouais. Donc, c'est un peu cette idée que je suis en train d'exprimer un peu sur cette lettre-là. Et on a vu déjà les derniers forums à Londres par les États et tout ça. Là, mais bon, c'est des grands shows étatiques, etc., qui essayent de se positionner sur l'échiquier du pouvoir. Et les États jouent les jeux. Hein. Les États jouent les jeux, en fait, parce que la plupart des gouvernements jouent sur les principes de la conformité. C'est la conformité. La régulation de l'IA, la régulation de l'IA, c'est énoncer des règles, règles à respecter, identifier des risques qui sont liés, mais la vérification de cette conformité est confiée directement aux entreprises. Donc, au lieu d'être effectuée par l'État et par les régulateurs. C'est ça un peu la philosophie actuelle de cette régulation, parce qu'ils disent l'autorité publique n'a pas entré dans la technique parce qu'elle ne peut pas ralentir le rythme très rapide de l'innovation. Hein. C'est-à-dire l'État doit jouer toujours entre comment réguler ou ne pas réguler, comment contrôler, mais ne pas freiner l'innovation aussi. Hein. Alors, elle ne se donne pas les moyens de contrôle. Hein. Et on est un peu dans cette logique d'où l'autocontrôle de grands acteurs de l'IA. Vous voyez un peu. Et il y a des entreprises qui élaborent des codes éthiques comme une sorte d'image. Hein. On a notre éthique, mais c'est nous-mêmes qui on la contrôle. Donc, les risques sont évidents, mais toutes ces manifestations des lettres publiques, etc., derrière ces manifestations et ces shows publics, il y a autre chose que les simples risques, je dirais. Finalement, êtes-vous plutôt pessimiste ou plutôt optimiste pour l'avenir? Mais moi, je dirais que je suis les deux aussi, optimiste et pessimiste.
parce que comme pour toutes les révolutions technologiques, l'impact final de l'IA va dépendre des rapports de force. Hein. J'insiste beaucoup sur cette idée de rapport de force dans l'IA, hein, parce qu'il y a dans un scénario où il y a les grandes entreprises high-tech qui vont développer l'intelligence artificielle dans des secteurs où elles vont capter la richesse. Après, il y a l'autre scénario où l'IA va être un outil complémentaire au travail humain et dont une partie va être redistribuée aux salariés, une sorte de révolution créatrice d'emploi. Donc, les négociations qui sont en cours donc, vont décider la place de curseur entre ces deux scénarios-là. Et je dirais aussi qu'on se met beaucoup d'espoir dans l'IA, mais elle ne réglera pas la complexité du monde réel. En fait, hein, c'est-à-dire, parce qu'on ne peut pas entrer la complexité dans un ordinateur. Et on ne peut pas prévoir l'aléatoire, l'imprévisible. L'humain est imprévisible, hein, c'est-à-dire les comportements ne répondent pas à des modèles. Et je dirais que l'imprévisible, l'aléatoire, l'imaginatif, le créatif, c'est ce qui va échapper toujours à l'ordinateur les plus puissants. Mais grosso modo, pour finir, je dirais que l'avenir appartient à l'intelligence artificielle, il faut juste qu'on sache comment la gérer. Mircea, vous te remercie beaucoup pour votre temps et à bientôt. Merci Christian, à bientôt.